Bonjour messieurs, nous avons déjà commencé à Bonjour. discuter un petit peu avant sur la réalité, et la nature dans la forêt notamment. Et puisque nous poursuivons le débat engagé sur l'œuvre de Charles Sanders Peirce et en particulier sur la deuxième présentation que j'ai faite sur le thème Comment rendre nos idées claires, qui faisait suite à Comment se fixe la croyance. Et donc, Claude, alors il y a eu quelques contretemps, Claude ne devait pas participer au débat, donc du coup il a engagé un petit peu le débat rapidement à la fin de ma présentation, donc ce qui m'a permis de prendre des notes, et puis je crois Eberhard aussi, d'après ce que j'ai compris. Alors, donc je propose qu'on rebondisse peut-être directement là-dessus. Puis après, Claude, il renchérira. Hein, ça vous va, messieurs? Oui. Oui, moi ça va, mais j'avoue que j'ai pas réfléchi parce que je pensais que vous alliez faire le débat, donc j'ai pas poussé Bah oui. plus. J'étais pas mal occupé en plus ces derniers temps, donc du coup je suis pas revenu dessus. Bon, j'ai vu tout à fait les choses bien fraîches dans la tête, mais oui, on verra. On verra. Voilà. Alors, bon, je vais commencer comme ça, peut-être, à moins que tu le veuilles le faire, Eberhard, ça permettra de Non, 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 rafraîchir. non. Justement, moi aussi, j'ai passé plein d'autres choses dans la tête depuis. Une bonne introduction venant de ta part, ça sera quand même mieux. Merci. D'accord. Allons-y. Alors, introduction, je ne sais pas. Moi, je vais directement embrayer sur ce qu'a dit Claude, hein, mais qui fait évidemment référence à ce que dit Pierce. Euh, donc Claude nous disait, donc la question fondamentale en définitive, c'est une des questions, c'est la notion de réel, la notion de réalité. Hein. Et donc Claude nous disait que Pierce avait une vision, à son avis, pauvre de la réalité, réductrice, et nous expliquait que une autre réalité existe, euh, et que, je dirais, les scientifiques, tu me rectifieras Claude, d'une manière générale, les rationalistes, matérialistes, etc., n'y ont pas accès par dogmatisme. Par dogmatisme? Par dogmatisme. Ah oui, 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 d'accord. Enfin, oui, C'est ce enfin, que j'ai noté. Bon, moi j'ai peut-être un petit oui, peu oui, fait un d'accord. raccourci, hein, mais euh, alors, je crois que là, et c'est ce que je crois que j'avais un petit peu conclu là-dessus la dernière fois, je crois que la vraie question, elle est sur cette question de la réalité. J'y reviens parce que, en définitive, dans ce que j'ai présenté de Peirce, hein, sur le fait, Peirce, en gros, il dit que tout vient des percepts, de notre perception des réalités, puis après, C'est on ça, va oui. construire un certain nombre de raisonnements qui complètent cette réalité, qui s'insèrent dans cette réalité. Hein. Donc, tout vient des percepts sur lesquels on va pouvoir construire des concepts. Mais il dit il y a un axiome de base à cela, une prémisse, il parle de prémisse, c'est qu'il existe de la réalité, que la réalité existe. Et donc, il dit, comme ça fait partie des axiomes, des choses posées, et donc c'est improuvable par la méthode scientifique elle-même, puisque c'est l'hypothèse de départ, raisonnable, dit-il, auquel il apporte 4 arguments raisonnables, donc un faisceau de présomption, mais qui ne peut pas être prouvé. Donc effectivement, alors est-ce qu'on peut parler de dogmatisme? Je ne sais pas. C'est un point de départ. On annonce ce point de départ, et puis à partir de là, on déroule un certain nombre de choses, avec quand même un grand nombre de succès quant à l'explication des choses, quand même. Hein. On disait qu'il y a le problème de la pensée magique, quand même, c'est qu'elle n'explique pas grand-chose, hein, et que elle n'est pas opérationnelle dans la réalité. C'est pas pour rien, je dirais justement, que Peirce est également le fondateur du pragmatisme, après qu'il a renommé pragmaticisme, mais c'est pas pour rien, parce que justement, on est ancré dans la réalité. Hein, et l'efficacité de la réalité est, je dirais, incontestable. Donc, c'est cette prémisse. À partir du moment où on dit, ben non, cette prémisse, moi c'est un peu la conclusion que se dit Claude,
Claude il dit, ah non, mais ça, cette réalité-là qu'on passe au travers des percepts, des perceptions, c'est une réalité, mais il y en a plein d'autres, et c'est même pas les autres sont beaucoup plus riches, etc. Voilà, c'est un autre axiome, c'est une autre axiomatique. À partir de Alors, là, ouais, vas-y. à partir de là, effectivement, c'est difficile de discuter puisque l'axiomatique n'est pas la même. Mais du coup, on peut créer un. La seule chose que moi j'aurais tendance à dire, c'est que pour moi, il y a certes la réalité, mais je distingue la réalité du réel, hein, ce que ne faisait pas Peirce. Hein. Je ne faisais pas non plus les marxistes, d'ailleurs, je l'ai dit. Hein. Et j'ai à montré par des preuves scientifiques, hein, mécanique quantique, relativité, et puis un autre élément, je ne me rappelle plus lequel, mais bon, je vous renvoie à la présentation, qu'il y a effectivement une part du réel qui nous échappe. C'est-à-dire qu'il y a la réalité et une part derrière du réel qui nous échappe, de façon, je dirais, scientifiquement prouvée, pour le coup. Hein. Ça ne remet pas en cause son principe de base, hein. Sauf que c'est dans ses développements que ça les limite, je dirais. Mais c'est autre chose de dire, il y a des réalités, et puis il y a, en gros, c'est la phrase de l'expression de Michel Onfray, lorsqu'il dit il n'y a pas d'arrière-monde. Moi non plus, je ne pense pas qu'il y a un arrière-monde. Il n'y a pas d'arrière-monde. Or, ce que nous dit Claude, c'est en fait, il y a un arrière-monde, il y a d'autres mondes en parallèle qui nous sont pas accessibles, etc. Ou accessibles, bah, on ne sait pas trop comment. Est-ce qu'on peut dire, pour simplifier, réalité plus alpha est égal au réel? Plus Alpha. Oui, plus alpha, mais cet alpha qui est... Alors, cet alpha, on arrive à le réduire quand même. Hein. Il y a des choses oui, mais j'ai pas dit... Moi, je dirais réalité moins bêta égale réel. Ah bah, tu nous expliqueras ça. Mais voilà. Mais ce alpha, il est peut-être très grand, on ne sait pas. Enfin, quand on voyait le monde et qu'on voyait la voûte étoilée et qu'on expliquait ça de cette façon-là, avec les apparences, avec le Soleil qui a l'apparence de tourner autour de la Terre. Je pense que ça c'est très important, c'est de bien distinguer l'apparent, parce que les percepts peuvent être trompeurs. Et donc c'est pour ça que le raisonnement doit être là, et il faut prendre tous les percepts en compte, parce que c'est les nouveaux percepts qui vont faire que ce qui marchait ne marche plus. Et donc du coup il faut trouver d'autres modèles pour expliquer ça. Donc les apparences, le réel, les percepts peuvent être trompeurs. Donc c'est vrai qu'il est tout à fait raisonnable de dire que le Soleil tourne autour de la Terre. Hein. Enfin, c'est pas du tout délirant. Hein. Nous a fallu des siècles pour nous apercevoir que ça marchait pas comme ça. Bon, et maintenant c'est prouvé. Bon, voilà. Et donc, le réel, du coup, cet alpha dont tu parles, en fait, il dépend effectivement de notre perception et puis de notre raisonnement, de notre compréhension des choses. Et ça, enfin, moi je dirais même que je vais même faire un développement là-dessus, hein, sur la notion de négantropie, avec des choses pareilles. Moi j'ai un faisceau, je ne vais pas pouvoir prouver, c'est une axiomatique quelque part. Le principe négantropique, c'est une hypothèse qui semble raisonnable. J'ai un certain nombre d'arguments pour dire que oui, ça marche comme ça marche et que c'est certainement fructueux, même d'un point de vue scientifique, etc. Mais peut-être on arrivera à le prouver un jour, mais pour l'instant, c'est pas prouvé. Et donc, il y a un faisceau d'arguments pour penser que ça va dans ce sens-là. Voilà. Donc moi, je dirais le problème des autres réalités, des arrière-mondes, c'est-à-dire autant le réel, la réalité, je veux dire. Hein. Moi, je distingue le réel, ce qu'appellerait, alors pas tout à fait la même chose, hein, avec Kant qui appelle les noumènes et les phénomènes. Moi, c'est pas tout à fait exactement la même chose que je mets derrière ça, hein, mais ça ressemble un peu, on va dire, hein, pour se raccrocher à quelques wagons. Ça, quand même, je dirais, c'est prouvé, c'est matériel, c'est concret. Les arrière-mondes, moi je dirais, c'est pas prouvé. Hein. Voilà, on reste dans des hypothèses, là pour le coup, improuvables. Et je dirais, quels sont les faisceaux d'arguments qui disent qu'il y a des arrière-mondes, ou qu'il y a un arrière-monde ou pas. Là,
J'attends la preuve, je dirais. J'attends ce faisceau de présomptions, d'arguments, Claude. Moi, j'ai une question à toi. Euh, Quand tu sais, dans la physique, on parle de matière et d'antimatière. Alors là, Oui, ça, c'est un truc que j'arrive pas du tout à appréhender. Est-ce oui. qu'on se situe dans cet esprit-là ou pas? Non, non, rien du tout. La matière et l'antimatière, c'est des choses qui sont prouvées. Bon, bah, la matière, je pense que c'est pas difficile, hein, puisque nous en sommes constitués. L'antimatière, c'est juste une symétrie par rapport aux charges électriques. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'électron qui orbite autour des atomes, il a une charge négative dans la matière, il a une charge positive dans l'antimatière. Mais on sait fabriquer des positrons, hein, Oui, de la. d'accord, mais cette antimatière, elle n'est pas dans notre monde, si? Alors, le Big Bang, ça fait partie des limites du Big Bang. Le Big Bang a beaucoup de difficultés à expliquer l'absence de l'antimatière. Parce que normalement, il y a eu autant de matière et autant d'antimatière qui ont été créées, selon le modèle du Big Bang, au moment de la. Oui, mais cette matière, on ne peut pas la toucher. Ah non! Ah bah non! Ah, c'est ça que je veux dire. Si tu fais toucher de la matière et de l'antimatière, elle s'annihile immédiatement et ça dégage une énergie. C'est la source, enfin la source. C'est le moyen, je dirais, de produire de l'énergie le plus efficace qu'on connaisse. Hein. Enfin, Donc, ça n'est qu'une hypothèse, alors, Ah non, l'antimatière. non, 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 c'est pas une hypothèse, on sait en fabriquer. On en fabrique. Ah ouais. On a fabriqué des positrons, on sait le faire. Il y a même des expériences au Japon pour voir, parce qu'il y a des gens qui disaient que non seulement l'antimatière, il y avait les charges électriques qui étaient opposées, mais également qu'il y avait de l'antigravité. C'est-à-dire que au lieu que les masses s'attirent avec l'antimatière, qu'elles se repoussaient. Et donc il y a eu des expériences qui ont été menées au Japon, donc il y avait tout un modèle, tout très séduisant d'ailleurs, hein, d'un Français qui a monté tout un modèle justement sur l'antimatière, qui expliquerait en partie les structures de l'univers d'ailleurs, mais dont l'hypothèse était que non seulement l'antimatière, les charges étaient opposées, mais également la gravité était opposée, au lieu d'être, nous, Tu pour la parles de matière. Jean-Pierre Petit? Non, non, Tu c'est parles pas de Jean-Pierre Jean-Pierre Petit. Petit? Non. Ah non, Non, d'accord. Qui, lui a son système Janus c'est encore autre chose. intéressant, là, encore. Ouais. Oui. Et, mais là, il y a eu une expérience au Japon récemment où ils ont fait tomber justement un positron et ils ont vu voir pour justement s'il montait ou s'il descendait, hein, pour voir s'il était attiré ou. Mais non, il subit la gravité également. Donc l'antimatière obéit également à la gravitation. Mais c'est pas du tout virtuel l'antimatière, c'est tout à fait concret. Ah. Voilà. Eberhard, Ah, peut-être tu veux peut-être. Là, on s'est un petit peu écarté sur la matière antimatière. Non, non, mais parce que pour moi, c'est des concepts un peu, tu bah, sais, moi, la physique, etc., c'est même quantique, j'en ai fait à l'université, mais c'était vraiment pour pouvoir avoir l'unité de valeur de Doug, biologie et chimie. C'était obligatoire. Tu vois, c'était le truc, mais je ne suis jamais rentré là-dedans. Donc, ça, c'était juste parce que j'ai l'impression que c'était un domaine, enfin, l'antimatière, c'était un domaine, justement, univers parallèle, si tu veux, puisque tu as introduisé le terme. Alors, il y bah, a des interprétations quantiques qui parlent d'univers parallèle aussi, hein. Ah, Mais là, c'est ouais. pareil. Mais alors, ça, monsieur, c'est encore autre chose. Bon, mais là, on s'écarte énormément. Enfin, on s'écarte pas Hein. forcément parce que des arrière-mondes, enfin, des univers parallèles, enfin, alors, sur la matière antimatière, donc, on est dans les limites du modèle, hein, du modèle standard de la physique, hein. Parce que là, quand même, ils arrivent à l'expliquer en disant qu'il y a une rupture de symétrie entre la matière et l'antimatière. Et par cette rupture, tout notre univers ne serait que le reliquat de l'annihilation primordiale de toute la matière et de l'antimatière. Et il resterait un reliquat de matière, parce que c'est pas symétrique entre matière et antimatière. Et nous serions ce reliquat, c'est-à-dire tout l'univers serait ce reliquat. Donc, enfin, déjà Bon. l'univers en tant que tel, il défie l'entendement, hein, mais il y a aussi la matière noire. La oui. Alors matière après, noire, voilà, ça fait partie des problèmes qu'on ne qui voit existent. pas Voilà. aussi, mais qui constitue par 80%, je ne sais plus combien de l'univers en réalité. Y Le compris vide, ce qu'on appelle le vide. De quoi est-il rempli le vide? Enfin bref, oui, il y a plein de choses qu'on ne voit pas en réalité. ouais, y Oui, non, compris mais voilà. la lumière est avalée en fait par les trous noirs.
Oui, Donc, c'est pas que la matière, mais aussi la lumière qui est avalée par les trous noirs. Donc, c'est quelque chose de particulier. Bon, mais moi, pour en revenir oui. à réalité et réel, Recentre Eberhard. hein, pardon? Mais enfin, c'est cousin quand même, on n'est pas très très loin, hein, tout ce qu'on dit. Oui, E est égal à mc carré. Ouais. Euh, 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 donc, pour en revenir à réalité et réel, enfin bon, moi j'ai bien compris ce que tu as décrit, et puisque justement j'ai fait une sorte d'égalité tout à l'heure, et donc je soutiens cette position. Donc en fait, j'ai pas plus de commentaires à faire parce qu'en fait, comme ce sont des choses qui sont inconnues, après chaque personne peut c'est pas le mot imaginer, je dirais plutôt ressentir euh, ce qui est de l'ordre bah, moi, évidemment, moi je replace ça au niveau du divin, ressentir ce qui est du divin ou de l'absolu ou d'essence du bien et autres, quoi. Donc, je ne vais pas chercher à expliquer tout, mais il y a un univers où nous, en tant que collectif, on ne l'atteindra pas. On peut à titre individu, c'est pour ça qu'en fait, la mystique, elle est individuelle, est purement individuelle, et que la théologie est collective, pour faire un parallèle, si tu veux. D'accord? La science peut être collective, euh, mais pour tout ce qui dépasse la science, ben là, c'est au niveau de l'individu qu'on peut atteindre ce qui est au-delà au-delà de notre propre réalité. Voilà. Et donc, ce réel est évidemment plus grand que la réalité. C'est ce que je voulais expliquer par rapport à l'égalité. Et au-delà de ça, je ne vois pas tellement autres commentaires. Mais comment rendre clair nos explications, c'est très important parce que Simone, alors j'en suis pas à ce niveau-là, hein, Simone disait clairement que tout ce qui est de l'ordre du divin, hein, eh bien, si nous voulons le définir, nous devons être encore plus précis qu'en mathématiques. Donc, il faut vraiment savoir écrire, en fait, hein. Et c'est ce qui nous manque de plus en plus, puisqu'il y a aussi, et j'ai mis inclus dedans, une dégénérescence du point de vue non seulement conceptuel, mais même euh, de transformer les concepts en quelque chose d'écrit. Donc, c'est de plus en plus difficile dans une société qui a été de moins en moins éduquer aux vraies sciences, hein, aux sciences, je veux dire, les sciences de l'écriture, je dis bien, et de l'intellect, il est de plus en plus difficile d'être aussi précis qu'a pu être, par exemple, Simone Veil, et même, je dirais, quelques personnages extraordinaires qu'on a pu avoir au siècle de lumière. Moi, je dis, bon, bien sûr, Rousseau, c'est peut-être pas obligatoirement ça, mais cette philosophie, notamment kantienne, a pu se construire parce qu'il y a quelqu'un qui savait manier des mots. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu paraître clair, mais être clair dans une société qui est de moins en moins claire et moins en moins bien éduquée, c'est très difficile d'inventer quelque chose qui tienne la route et pour des siècles et des siècles. Voilà tous mes commentaires, je dirais, là-dessus, pour l'instant. Très bien. Eh bien, Claude, Alors, la balle est dans ton camp, donc saisis-la. je vais sortir mon grand revers. Oui, ce matin, j'étais sur le marché, je faisais un peu de mission, je fais de la mission sur le marché. Et j'ai parlé avec un gars qui me disait, bon, bah, l'homme est mauvais, il faut bien des lois, des chefs, un système, sinon, enfin, il faut bien le dresser, quoi, d'une certaine manière, sinon on ne peut rien en sortir. Et puis il me citait tout un tas de choses, bon, qu'il avait en fait appris dans les livres ou dans le monde dans lequel on est. Et je lui dis, mais est-ce que vous êtes sûr de tout ça? C'est ce que vous avez appris. C'est-à-dire que je voyais un homme qui était conditionné par son éducation, qui était tout à fait raisonnable, mais est-ce que c'était avéré tout ça? Dans quelle mesure c'est avéré? Dans quelle mesure ce ne sont pas des histoires que nous nous sommes racontées, nous les humains aussi. Voilà. Alors, parce que, bon, la révélation d'Arès, elle vient nous dire, vous n'êtes pas ce que vous croyez. Vous croyez un corps simplement et des animaux pensants, mais non, vous êtes bien plus que ça. Il y a en vous quelque chose de Dieu, du divin,
vous l'avez perdu parce que vous-même, vous vous êtes fait autrement. C'est-à-dire que nous ne sommes que le résultat de ce que nous avons fait de nous, collectivement, sur l'histoire, quoi, jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça, et vous êtes capable de vous recréer. Voilà le fond de l'affaire. Vous êtes capable de vous recréer. Et ça, moi, je l'expérimente depuis presque une quarantaine d'années maintenant, et je sais qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence à poindre en moi. Mais ça commence à peine, hein, parce que c'est la distance qui sépare la terre du ciel, là, au sens, je dirais, spirituel, elle est infinie. C'est pas une petite balade, simplement. Et notre vie étant courte, il faudra plusieurs générations. Alors, pourquoi je dis que les choses ne s'arrêtent pas à la réalité telle qu'on l'aperçoit? D'une part, c'est parce que dans l'histoire, il y a eu des bonhommes qu'on appelle des prophètes, on en a parlé un petit peu, qui sont venus nous renvoyer à nous-mêmes et nous dire, mais en vous, il y a autre chose. Il y a de l'amour qui dort en vous, il y a le sens de la justice qui dort en vous, il y a la capacité à pardonner, à dépasser. Enfin, ils nous ont enseigné une façon d'être qui, si nous n'étions que des barbares, on serait toujours resté barbares, en fait. On n'aurait pas pu se civiliser, si vous voulez. Hein. Et ça, c'est pas venu de l'homme lui-même, c'est venu par l'intermédiaire des prophètes. Un prophète comme Jésus, qui non seulement prêche l'amour du prochain, mais qui le montre aussi dans sa vie de tous les jours, il y a quelque chose d'exceptionnel. Il sortait complètement du lot, cet homme-là. Euh, et en fait, il appelait tous les hommes à faire pareil, parce que c'est ça la grande solution. Oui. Et là, on sent que derrière ça, il y a donc un autre monde, mais qui est déjà au fond de nous. Cet autre monde, on peut l'appeler Dieu, qui est déjà au fond de nous, et que c'est à nous de faire venir, de révéler ce monde par notre propre façon d'être aux autres et à nous-mêmes, et d'en faire une nouvelle société sur cette base-là. Comme disait Jésus, le royaume est en vous. Hein, il est au fond de vous, il n'est pas ailleurs. Il ne faut pas chercher un royaume sur la terre en termes matériels. C'est une autre qualité d'être humaine que vous avez et que vous pouvez déployer et développer. Et si vous le faisiez à une échelle suffisante, eh bien, le monde va commencer à rebasculer vers le bien, alors que pour le moment, il est dans l'arbitraire des pouvoirs, enfin, des morales, de tout ce qu'on veut, parce que c'est très différent sur la surface du monde, de la Terre, mais vous restez là-dedans, vous restez enfermé dans une nature qui n'est en fait que votre propre création et que vous croyez qu'elle est naturelle. Oui. Si donc il n'y a pas d'intervention de l'extérieur, si je puis, de nous-mêmes, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les prophètes ou d'autres phénomènes, il y a d'autres phénomènes, il y a il y a des miracles, il y a tout un tas de trucs quand même qui se produisent et qu'on ne sait pas expliquer, eh bien, évidemment, le monde reste un peu banalement ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose de quand même très médiocre, malgré tout, quand on regarde les choses avec lucidité. Alors, quand Peirce vient nous dire que tout vient des percepts, je suis tout de même un petit peu étonné. D'abord, ça dépend de l'humain lui-même. Un homme qui est schizophrène, ses percepts sont particuliers. Mais c'est nous qui avons défini qu'il est schizophrène. Si ça se trouve, nous, on est peut-être des schizophrènes pour lui. Après, tout ça, c'est relatif, parce qu'il va avoir une perception qui va être très différente de la nôtre. Mais nous, même dans la normalité, entre guillemets, normalité, nous ne percevons les choses qu'à travers, en fait, les préjugés que nous avons déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Préjugés qui sont dans le langage. C'est-à-dire qu'on va nommer les choses, on va les dire, mais on va les dire à travers le filtre du langage. Et ce filtre du langage, lui, il n'est pas neutre. Il y a toute une histoire derrière ça. Il y a plein de choses qui se sont mises à l'intérieur des concepts, des mots, de la façon dont on voit les choses. Donc on la projette comme si c'était naturel, mais ça n'a rien de naturel, c'est déjà culturel. C'est déjà toute une histoire qui est chargée dans les mots, dans la façon dont on va même regarder, entendre, sentir les choses. Alors, donc, tout vient des percepts? Non.
les personnes, nos sens nous trompent, donc ça tu l'admets, Luc, nos sens nous trompent de tout un tas de façons, donc c'est pas suffisant, mais plus que nos sens, c'est la façon dont on va même traduire ce que nos sens nous disent, qui, elle, n'est pas tout à fait neutre, parce que déjà, il y a du langage, il y a déjà de la culture, il y a déjà du conditionnement de l'être humain qui est déjà présent, là. Et c'est pour ça que quand le divin vient, il vient toujours nous bousculer, il vient toujours nous déranger, parce qu'il vient nous appeler à tout à fait autre chose qu'on n'est pas toujours en mesure de comprendre, parce que nous restons malgré tout dans une vision un peu ténébreuse qui nous paraît naturelle, qui nous paraît normale, qu'on va appeler la réalité, mais qui n'est que la réalité que nous avons créée nous-mêmes. Enfin, nous sommes nous-mêmes, nous avons créé cette réalité. Alors après, on peut toujours dire, ah oui, mais c'est ça la réalité, oui, mais c'est ça la réalité, mais c'est ce que tu as fait de toi. Et ça, on ne le sait pas la plupart du temps, que c'est nous qui sommes, nous collectivement, si vous voulez, toute l'humanité, on a créé ce monde-là. Et c'est un peu ce que développent les Indiens, enfin, hindous aussi, dans leur vision de ce qu'ils appellent Maya. Bon, après, il y a peut-être des tas d'autres façons de voir les choses, mais Maya, c'est-à-dire qu'on vit dans un rêve, malgré tout. Il y a cette réalité, oui, elle est bien tangible, je touche ma table, je touche mon bureau, etc., bien sûr, mais il y a quelque chose de rêvé dans la façon dont en fait, c'est moi, je projette en permanence quelque chose sur la réalité que je vois, qui est déjà préconçue à l'intérieur de moi et qui m'a été transmis en fait par mon éducation, par tout un tas de choses comme ça. Et quand Dieu vient nous parler, il vient nous tendre la main pour dire, mais pourquoi vous ne revenez pas à ce que vous étiez, ce pourquoi je vous ai créé, le dessein pour lequel je vous ai fait, qui n'est pas du tout cette vie d'animal pensant. Bien sûr, il y a un animal pensant en vous, mais il n'y a pas que ça. Il y a une toute autre dimension, il y a une dimension divine, et c'est parce que vous ne l'exploitez pas, c'est parce que vous ne l'activez pas, ne la rendez pas créatrice, ou plutôt vous la rendez créatrice dans le mauvais sens, que finalement vous ne développez pas en vous un rayonnement et une vie dont vous êtes capable. Vous êtes capable d'une toute autre vie que la vie, malgré tout, très médiocre à laquelle vous vous êtes conditionné. Voilà si tu veux, là où il y a, et ce que j'appelle, donc quand je dis Dieu, pour moi c'est là le réel, il se situe de ce côté-là. Dieu, c'est pas Dieu tout seul, il y a plein d'autres vies, une autre vie ailleurs, si je puis dire, qui est hors du temps même. Nous sommes pris dans le temps, mais cette prison du temps dans lequel nous sommes, c'est nous aussi qui l'avons créée. En tout cas, un temps particulier qui est le temps de l'homme une fois qu'il a chuté. C'est quand il y a eu la chute depuis Adam que là, l'homme rentre dans le temps et se conditionne, s'inféode à la matière, et depuis, il ne voit plus les choses que par la matière. Et on est dans ce matérialisme-là depuis maintenant des millénaires, en fait. On ne croit plus aux choses qu'on voit. Hein. En fait, il y a plein de phénomènes qui viennent nous dire, oui, mais c'est pas si simple. Il y a plein de trucs comme les miracles, des choses irrationnelles, des gens qui ont de la transmission de pensée, des dons qu'on ne connaît pas. Enfin, il y a plein de choses bizarres qui, aujourd'hui, sont devenus une sorte de marché, de commerce, etc., enfin, tout ce qu'on veut, mais qui qui nous donnent des indices qu'il y a une autre réalité qui est en permanence là. Aujourd'hui, on parle beaucoup de synchronicité ou des choses comme ça dans certains milieux. Ben oui, il y a des trucs, des fois, il y a la rencontre. Alors, on peut dire c'est le hasard. Il y a la rencontre de deux événements, peut-être, tiens, c'est curieux. Mais il y a peut-être aussi un signe là. Hein, il y a des signes. Il y a peut-être des tas de signes partout en permanence qui sont constamment en train d'essayer de nous renvoyer à autre chose que la morne réalité que nous avons faite et créée tous ensemble. Alors, quand Peirce dit aussi que la seule fonction de la pensée, c'est de produire de la croyance, moi je ne suis pas d'accord. Par exemple, dans ma pensée, quand je pars dans une rêverie, je suis dans une rêverie, je sais bien que je fais ma rêverie, que ce soit fantasmatique ou pas, peu importe, mais je sais bien que j'y crois pas. Je ne crée pas de la croyance, mais c'est ma pensée qui me fait quand même partir dans ma rêverie, par exemple. Hein, mais je pourrais trouver des tas d'autres exemples. Là, je n'ai pas assez réfléchi à tout ça.
Mais non, l'objet de la pensée n'est pas que de produire de la croyance. Non, non. La pensée, c'est aussi pour réfléchir véritablement, grâce au concept qu'on a, grâce à la manière dont on comprend les choses, bien sûr, réfléchir avec sens sur le monde dans lequel on est et comment on peut le développer, le continuer dans le bon sens du terme, de la manière la plus bonne possible. Moi, je crois que notre pensée, c'est véritablement un outil qui est à ce service-là, qui est au service de la conscience et qui peut grandir aussi notre pensée. Elle peut être toute petite, mais elle peut aussi grandir à condition, évidemment, qu'on développe une autre façon d'être en nous. Et j'écoutais il n'y a pas longtemps une conférence de Idriss Aberkan, je ne sais pas si vous connaissez, qui parlait des cathédrales de l'esprit. Alors, les cathédrales de l'esprit, c'est les grands systèmes de pensée, qu'ils soient philosophiques, théologiques, tout ce que vous voulez, il y a tout un tas de systèmes de pensée. Enfin, c'est les produits de l'intellect, quoi. Et il disait, l'intelligence artificielle, il dit, dans quelques années, elle va faire mieux que nous sur ce plan-là. Il n'y a pas de problème. Elle va faire vraiment mieux que nous. Vraiment, même dans l'édifice, elle va créer des concepts aussi. Elle est capable de ça. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, là, l'intelligence artificielle risque de faire bien mieux que nous ne faisons. Dans quelques années, l'intelligence artificielle va passer l'agrégation, sans problème. Et l'agrégation, pour nous, c'est encore maintenant, c'est un des sommets de la culture, des défis culturels. Alors, c'est intéressant ça, parce que du coup, ça nous renvoie à nous-mêmes. Donc, si on est dépassé par notre propre machine, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose d'autre à faire? Est-ce que nous, notre vocation ne serait pas ailleurs que simplement dans la pensée, au sens conceptuel, de produire ces grands édifices, mais l'humanité n'a pas véritablement avancé dans la sagesse, hein, dans la paix, dans toutes ces choses-là dont on sait qu'elles existent, mais qui n'existent pas à l'échelle collective et sociale, loin de là. Et au contraire, on a des systèmes qui viennent nous dominer en permanence, qui nous obligent à tout un tas de choses et qui nous conditionnent en fait à rester ce que nous sommes, quoi. Surtout ne sortez pas de ce que vous êtes, quoi. Pourquoi? Parce que certains en profitent, entre guillemets, parce qu'ils dirigent les autres ou qu'ils se prennent une part de matière supplémentaire, parce qu'ils sont plus riches ou des choses comme ça. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est rien du tout. Ça, c'est rien du tout. La richesse n'est pas là. La richesse de l'homme est bien ailleurs. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que tant qu'on reste dans un matérialisme épais, une vision étroite, qu'on croit à ce que nos sens nous disent et qu'on ne cherche que des preuves, entre guillemets, scientifiques, alors que la science n'est aussi qu'un système, elle fait partie de ces édifices de la pensée, ces cathédrales de la pensée, pareil. Bon, même si ces conséquences pratiques sont intéressantes, mais souvent intéressantes dans le domaine de la matière. Mais dans un autre domaine, le domaine subtil, métaphysique, de la spiritualité, etc., la science, elle ne m'apporte pas grand-chose. Mais pourtant, l'amour, je sais bien qu'il existe. L'amour sentimental, quand je l'éprouve, il y a quand même quelque chose que j'éprouve, qui est là en moi. Et ça s'est passé sous aucun microscope. Hein, mais tous mes sens, toute ma façon de voir les choses, toute ma vie est transfigurée déjà par ça, quand je suis amoureux. Mais au-delà de cet amour-là, qui est l'amour sentimental, il y a un autre amour qui est l'amour devoir, qui est un devoir d'humanité, qui est l'amour de l'homme, qui n'est pas sentimental, lui, et qui, si je le nourris chaque jour, me transforme et transforme ma façon de voir, d'écouter, de comprendre, de penser aussi. Tout ça se faisant progressivement, bien entendu, parce que c'est long, hein, et que nous, pour le moment, sur cette terre, nous ne faisons pratiquement pas,
parce qu'on n'y a jamais cru assez pour les mettre vraiment en pratique. Voilà enfin, je suis parti dans des tas de directions, mais oui, Non, mais j'ai vu que tu voulais prendre la parole, je vais te laisser. Je oui. voulais juste dire peut-être un petit truc en plus. Non, bah pour le moment, oui, voilà. Donc, si vous voulez, moi, ce que je ne vois pas du tout dans Pierce, qui reste la pragmatique, bon, c'est intéressant sa pensée, bien entendu, mais elle reste dans le cadre du monde tel qu'il est. Il n'y a pas la transcendance, il y a pas la porte transcendante. Et tout ce qui vient du divin et pour moi du spirituel, c'est la porte transcendante qu'on peut emprunter et vers laquelle on peut vraiment grandir et devenir autre chose que ce que nous sommes pour le moment, même si le projet prendra plusieurs générations, bien entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bien, très bien. Bon, Très bien, ok. on, Voilà. on connaît, enfin, je dirais, Oui, le oui, discours pratique. que tu tiens, on l'entend, on le connaît, voilà, donc il n'y a pas de, il y a pas de doute là-dessus. C'est bien pour ça que je dis, j'ai bien positionné euh, la différence entre la réalité ou le déréalité. Voilà, en gros. Eberhard, est-ce que tu veux réagir en premier? C'est difficile parce que là, en quelque sorte, dans la manière, enfin déjà que moi j'essaye d'organiser mon discours et que j'ai du mal, et quand j'écoute Claude, j'ai quelquefois des difficultés à l'organiser, mais peut-être que c'est dans ma faiblesse à moi, hein, je veux dire, de pas. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui, se, qui veut se raccrocher à un au-delà, mais moi aussi, je suis dans l'au-delà. Mais je vais en fait répondre d'une manière beaucoup plus, je dirais, paysanne, si tu veux. Je rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, pour ce qui est de la réalité terrestre, ben, je suis, si tu veux, popérien, marxiste et tout ça, tu vois. Donc, mais ensuite, pour tout ce que je n'arrive pas à exprimer, y compris mon sentiment de Dieu, parce que tu l'as abordé, ça, en quelque sorte, hein, eh bien là, je rends à Dieu, tu vois. Et je ne vais pas essayer d'être en conflit euh, en quelque sorte, avec certaines pensées qui sont d'un ordre très pas terre à terre, tu vois. Et c'est ce que fait Charles Sanders Peirce, quoi, en quelque sorte, tu vois. Et donc, ça me gêne pas. Enfin, peut-être que c'est parce que aussi je suis franco-allemand. Je sais penser allemand et je sais penser français. C'est comme je sais Ah, penser, mais tu vois. ça, excuse-moi, Bérard, ça c'est intéressant parce que je sais penser allemand, je sais penser français. Il y a déjà des cultures, toi, dans la manière de penser. C'est-à-dire qu'on est déjà en face de réalités qui ne sont pas la réalité. Il y a déjà Oui, des réalités multiples sur cette terre, tu vois? déjà, oui, en étant franco-allemand, je connais la réalité allemande et je connais la réalité française. Sur certains plans, et de nombreux plans, elles se recoupent. Et sur d'autres plans, bah, il y a une incompréhension des plus totales. Et de la même manière, je dis, sur ma partie terrestre, il y a une réalité et sur une autre partie divine, il y a une autre réalité qui peuvent se recouper, par exemple, dans la personne du Christ. Tu vois, puisqu'il est Dieu et homme à la fois. Donc, mais ça, évidemment, pour un esprit cartésien, c'est incompréhensible. Mais le Charles Sanders Peirce, je ne le prends pas sur le plan divin. Je le laisse dans son domaine de la. En plus, il faut savoir aussi, c'est à nouveau de l'anthropologie historique. À son époque, on était tout simplement dans une rationalisation à outrance, même des choses religieuses. D'accord? C'était le siècle de la rationalisation, Bien voilà, sûr, bien et sûr. du Oui, scientisme, le plus oui, pur. tout à fait. Et Positivisme. oui, merci, le positivisme, Auguste Comte. Oui, Voilà, pareil. Mhm. voilà. Et donc, mais maintenant, après la Première Guerre mondiale, il y a eu une rupture anthropologique qui a dit, non, non, tu me pipes ce positivisme qui nous a amené à la destruction de masse, bah, il y a un petit problème. Et c'est amené, mais déjà, il y avait des précurseurs comme Einstein, qui déjà avant la Première Guerre mondiale, a commencé à étudier les relativités, qui était quelque chose de tout à fait impossible à comprendre pour un esprit du XXe siècle. Mais il y a toujours des génies avant.
Hein. Donc, au moins, Einstein, sur le plan génie scientifique, là-dessus, a bien porté des nouveaux. Donc, je vais ne pas m'opposer à Charles Sanders Peirce parce que je sais dans quel univers il se situe. Et on peut pas. C'est comme si on veut essayer de vouloir reprocher aux gens d'avoir commencé la colonisation. D'accord? Et on va, en bon chrétien, dire ah ouais, on est méchants, on est occidentaux, on a colonisé le monde entier. Mais non du type, les musulmans au 7e siècle, qu'est-ce qu'ils ont fait à part coloniser le monde, hein? Et ils ont fait ça aussi. Et en personne va essayer de les accuser. Donc il ne faut pas non plus demander à des gens ce qui est au-delà de leur capacité historique du moment. Bon, ça c'était juste une petite digression. Voilà. Alors, Eberhard, oui, mais d'accord, mais moi je vais rien reprocher à Pierce en particulier, mais je Ah vais bon, pas. Pardon? on le sentait un Je, peu. non, je vais rien reprocher à Pierce en particulier. C'est seulement si je prends Pierce comme critère de vérité pour moi aujourd'hui dans ma recherche. C'est-à-dire comment notre objet, c'est comment rendre nos idées claires. Enfin, on cherche la vérité, quoi, d'une certaine manière. Comment les rendre claires, et je ne sais plus exactement la formulation. Mais si tu veux, la Pierce me paraît dépassé, moi, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il est dans une époque positiviste, pragmatique, etc., mais qui part du monde tel qu'il est, ou tel qu'il est perçu par eux, sans tenir compte d'ailleurs de tout ce qui est l'arrière-plan historique qui forge déjà leur concept et leur propre conception du monde, parce qu'elle est là derrière eux, inconsciemment, sans qu'ils le sachent, tu vois. Et donc, ok, il fait son système. Mais moi, aujourd'hui, justement, après, il y a eu Einstein, il y a eu tout un tas d'autres gens qui sont venus me dire, ben non, c'est pas aussi simple que ça, hein, les choses. La relativité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Einstein faisait des expériences de pensée. C'était pas du percept. Des expériences de pensée. C'était vraiment une qualité même de l'intellect pour penser les choses autrement, véritablement. Et il se trouve que euh, ces, ces découvertes ont été après vérifiées par des expériences aussi physiques. Hein, ce qui n'était pas. Quand c'est sorti, la relativité en 1905, ça a quand même fait bouger tout un tas de gens, hein, parce qu'on on désacralisait Newton, qui était quand même sur un piédestal depuis Grossier. un ou deux siècles. Hein. Oui. Bon, avec Newton, avec Newton, on pensait avoir tout compris. Et combien de fois l'homme pense avoir tout compris? Et en fait, à chaque fois, il y a des mondes qui s'ouvrent devant lui et il comprend, il réalise qu'il n'a pas compris grand-chose. Même très peu de choses en réalité. Et souvent, c'est notre orgueil parce qu'on est très, très vaniteux. Je peux répondre, Non. Claude? Pardon, oui, oui, je t'en Je prie. Oui, t'interromps pardon. parce que, mais justement parce que Ouais. tu opposes Pierce, c'est percepts, mais Pierce, ce qu'il dit précisément, c'est les percepts qui sont la base, et ces remises en cause dont tu viens de parler, ils viennent justement des percepts, parce que ceux-là, ils sont indiscutables. Hein. Et tout ce qui est construit à partir de ces percepts, donc les concepts, et donc il ne s'arrête pas aux percepts, il dit que c'est le point de départ, et c'est aussi ce qui nous permet d'avancer, de questionner sans cesse, et d'avancer justement, et de remettre en cause. Hein, c'est tout à fait, c'est exactement le processus. Hein. Dans ce sens-là, Pierce n'est absolument pas dépassé, c'est tout à fait le processus qui se passe, c'est ce que tu es en train de décrire. Et derrière, le réel, alors ça ne se traduit pas, comme je le dis, dans ces textes-là, mais pour lui, la réalité, c'est ça, et tout ce que l'on peut construire dans nos cerveaux à partir de ces percepts. C'est ça, pour lui, la réalité. Et donc, effectivement, tous les raisonnements d'Einstein, etc., et notamment, une des... Donc, c'est surtout dans son prolégomène, où c'est beaucoup plus fouillé, justement, sur la façon dont tout ça se construit, etc., et il donne les différentes manières, justement, de trouver des nouveautés, des nouveaux concepts, justement. Et donc, il parle de la déduction, de l'induction. Bon, ça, c'est, je dirais, les méthodes habituelles. Mais il parle également, alors le mot me revient jamais en tête, c'est pas grave, c'est pas la subduction, mais c'est un mot à peu près comme ça.
mais qui est en fait une forme d'intuition. Hein. Ce n'est pas tout à fait l'intuition encore, c'est plus subtil que ça. Mais il dit c'est la seule façon de faire de... Pour lui, c'était même la seule façon de faire vraiment des découvertes et des choses nouvelles, c'était par la je ne sais plus comment, attendez, je vais le retrouver. D'accord. En tout cas, on peut dire l'intuition. Oui, bon, ouais, mais c'est un autre nom bien plus précis que ça. Et il dit c'est la seule façon de faire. Et ça, contrairement à ce que dit Idriss Aberkan, l'intelligence artificielle n'en est pas là. N'en est pas là, pourquoi? Parce que l'intelligence, qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui n'est en réalité, je le répète, j'ai déjà dit, que de la reconnaissance de forme, hein, mis en boucle, remis à la tête à l'envers pour faire de la génération, etc. Mais ça n'invente absolument rien. C'est totalement incapable d'inventer quoi que ce soit. Et les gens qui vont s'en servir, peut-être vont réussir à inventer des choses. Mais en tant que tel, ah oui, mais c'est les gens qui vont s'en servir. Pas la même chose. Hein. En tant que tel, un peu incapable. Et ça fait que mouliner des statistiques. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ça fait que des statistiques sur des trucs énormes, avec des formules qui se construisent à l'intérieur, qu'on est incapable de comprendre, mais que le système lui-même ne comprend pas. Il sait juste que ça, quand je mets ça en entrée, en gros, hein, quand je mets ça en entrée, ça donne ça en sortie. C'est tout ce qu'on lui donne. Et à l'intérieur, il construit tout un tas de formules qui font que ça va arriver. Et c'est l'énormité de ces formules qui fait que ça tombe juste. C'est tout, c'est rien d'autre. C'est d'une bêtise, mais hallucinante, ce que je appelle l'intelligence artificielle. C'est d'une bêtise hallucinante. Donc ça n'inventera jamais rien. Ça, c'est certain. Mais revenons sur le... Alors, c'est pas ce que disait Idriss Aberkan, parce qu'il disait qu'elle allait créer des concepts elle-même. Oui, mais je sais bien, mais elle est capable de créer des concepts. Et un petit peu, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais bon, hein, bon. il n'est pas forcément le plus pertinent, en l'occurrence, il n'est pas du tout. Hein. Non, mais de toute façon, c'était pas pour vanter l'intelligence artificielle, c'était au contraire pour dire, mais elle va nous mettre en face de notre véritable vocation, parce que elle n'est pas là, notre vocation. Elle n'est pas dans la création de concepts et de systèmes de pensée. Elle est au-delà de ça. Elle est, et ça, c'est ailleurs. C'est vers cet ailleurs que nous appelle en fait le Créateur en permanence, depuis l'aube des temps à travers les prophètes. Je vais revenir justement sur le sujet, parce que là, il y a des faits sur les choses, mais oui. Moi, ce que je t'ai demandé tout à l'heure, c'est des arguments. J'ai noté les arguments que tu me disais à cette question du fait qu'il y a la réalité, puis il y a d'autres réalités parallèles, des mondes parallèles, etc. Moi, j'ai le premier argument, c'est je le sens poindre en moi. Donc, ton parcours de vie fait que tu sens que c'est... Bon, c'est un argument qui s'applique à toi, mais... C'est un percept. Voilà, tu conviendras qu'il a du mal... Enfin, moi, je peux pas le... Pour moi, il me laisse froid, si tu veux. Après, tu me donnes comme deuxième argument, il y a eu des prophètes. La belle affaire, j'ai envie de dire, oui, ok, il y a eu des prophètes, mais il y a eu aussi, il n'y a pas eu que des prophètes hein, dans la vie, dans notre histoire. Il y a eu des tortionnaires, il y a eu des tueurs en série, il y a eu tout un tas de choses. Oui, même que ce soit prophète ou tueur en série, c'est quand même un percept, notamment par rapport à Dieu. C'est Dieu qui me parle, en quelque sorte, quand je suis prophète. Donc je perçois la parole de Dieu. Donc aussi, là, il y a un percept. Ah non, mais le prophète, c'est plus que ça, c'est un porte-parole d'une autre réalité. Porte-parole, il ne peut pas dire porte-parole sans qu'on lui ait dit, puisqu'il porte la parole de quelqu'un d'autre. Donc Dieu... Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il a été enseigné, oui. Donc il y a aussi, en fait, il y a un percept aussi qui peut être de l'ordre du nom purement sonore, quoi. Une onde sonore. C'est pas un percept, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a les percepts qui sont vraiment perçus par nos sens, hein, et pas par autre chose. Et il y a les concepts qu'on va construire dans notre cerveau qui font partie de la réalité. Et dont Dieu fait partie de ces concepts qu'on a construits pour justement répondre à une part de nos percepts, justement. Hein. On a déjà discuté. Non, parce que la conception, c'est quelque chose de différent. Ça reste à l'intérieur de toi. Tandis qu'un percept, on a l'impression que la nature... Mais bien sûr. Ce que je dis, c'est que c'est complémentaire. C'est que ce n'est pas... Et Peirce ne les oppose absolument pas.
Là, je Mais veux bien. que la réalité, notre réalité, ça fait partie de ça. La réalité, c'est un modèle, au fait, qui est dans notre cadre, comme le langage, etc. Enfin, tu reviendras. C'est un modèle, la réalité. Donc, forcément, il y a les percepts, puis il y a immédiatement, d'ailleurs, si vous avez lu ce texte, je vous invite à le lire, c'est très facile à lire, c'est pas très long, hein. Euh, Immédiatement, il y a une médiation, hein. Il y a le percept qui est immédiat, et il terme médiatement. Il y a des trucs, par exemple, pour faire un morceau de musique, prends l'exemple des morceaux de musique. Le morceau de musique, dans les percepts, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une note, puis un accord, etc. Pour faire un air, pour faire un rythme, etc., il faut qu'il y ait une médiation du cerveau qui fait que, ah bah tiens, c'est telle chanson que je connais, que j'ai déjà entendue. Voilà. Donc, euh, donc déjà, très rapidement, derrière le percept, il y a déjà des médiations, il y a déjà des concepts qui se mettent. Et dont Dieu en fait partie. Mais ça, il l'oppose pas du tout, hein. Sinon, on passe à côté de ce que dit Pierre, ça. Mais moi, pour revenir sur ce que disait... donc moi, c'est les deux seuls arguments que j'ai vus, chez ce que disait Claude. Et après, je vois juste un acte de foi. Voilà. En disant, bah, c'est comme ça, et puis après, demain, ça sera mieux parce qu'on va retrouver notre vraie nature, etc., etc. Mais pour moi, c'est un acte, un acte de foi, mais moi, ça ne peut pas me convenir. Personnellement, moi, j'ai besoin si j'ai besoin d'un acte de foi, j'ai besoin qu'il soit ancré dans le réel, dans la réalité. Et qu'on me dise, il y a un truc derrière, etc. Pour moi, immédiatement, ça me fait, il y a de l'obscurantisme, si tu veux. Il y a comme un ésotérisme, c'est-à-dire des choses, des réalités cachées qui ne sont révélées à certains initiés, etc. Euh, Ça, je ne peux, enfin, pour moi, moi, je ne peux pas adhérer à une spiritualité qui soit de cette nature-là, si tu veux. C'est vraiment pas. Et puis, Mais Luc, juste, voilà. quand je Mais disais voilà, les je parle prophètes, personnellement, là, hein. Voilà. oui, quand je disais les prophètes, c'est en tant que phénomène historique. Tu ne peux pas nier qu'il y a une historicité. Il y a Moïse, par Bien exemple, sûr. Jésus, Abraham avant, Mahomet. Bon, Ah ben, à il y a chaque fois qu'il y a eu Gilgamesh, ça, il y a Bouddha, oui, il y oui, non, mais a, il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres. il y en a Mais plein à chaque d'autres, fois hein, qu'il y a des eu, prophètes. il y a eu, Il y a oui, Il y en a tellement. Zoroastre. attends, Oui, oui, il faut finir. d'accord. Mais Mais Luc, que certains quand tu, t'ont inspiré, parce qu'ils t'ont eu une influence sur toi. C'est plutôt Moïse que Gilgamesh qui a eu une influence sur toi, Oui, puisqu'on est dans absolument. une judéo-chrétienne. mais Ils ont influé aussi sur ta façon de vivre, que Bien tu le sûr. veuilles ou non. oui, mais on ne peut pas ignorer que à chaque fois qu'il y a eu ces grands prophètes-là, parce qu'il y en a eu plein d'autres, bien sûr, il y a eu un tournant de civilisation. Il y a quelque chose qui s'est orienté. Mais Même non. s'il en est. Bah, Ouais, si, on l'a le déjà dit. christianisme qui On l'a sort de déjà dit. Jésus, Les même si trois c'est quarts des pas. prophètes n'ont jamais donné quoi que ce soit. Mais l'islam, Et l'islam il y a tout ça. quelques prophètes. Alors attendez, je relance Mais là parce que ça s'est arrêté l'islam, l'enregistrement. Attendez, attends. oui, Hop, pardon. je relance l'enregistrement qui s'est arrêté. Hop, L'enregistrement est en cours. voilà. Vas-y. L'islam, tu as un bédouin dans le désert qui faisait du commerce avec ses caravanes de chameaux, etc., qui connaissait rien du monde d'ailleurs autour de lui. Tout d'un coup, de cet homme-là va sortir l'islam et une civilisation qui va conquérir la moitié de l'Europe et de l'Asie. D'où ça sort? D'où ça Bah oui, sort? mais C'est moi pas, c'est ouais. pas un simple mec. Et le gars, il avait 40 ans quand ça lui arrive. Et il était encore dans les jupons de sa femme. Tu sais Il bien que le avait là-dessus. Coran a Enfin, été écrit bien après. oui, mais Et quand même. que c'est Mais justement Oui, oui, quand non, les. non, non. Ouais, je suis peu en train importe. de lire Non, les non. choses. Quand Constantin, la religion chrétienne, qu'est-ce qu'elle serait devenue sans l'adoption par Constantin, par l'empereur Constantin? Là, c'est la même chose avec l'islam. Qu'est-ce qui serait devenu si Saladin ne l'avait pas, s'en était pas saisi pour ses conquêtes et tout ça? Je dirais, là on voit tout de suite que le politique, et pareil pour Zoroastre, hein, Zoroastre, c'est parce qu'il a été choisi, il y avait, comme j'ai déjà dit hein, sur le zoroastrisme, il y avait 40 000 prophètes à l'époque, et puis alors je sais pas comment on appelle, le Négus, ou je sais pas comment on l'appelait à l'époque, c'est lui, il a choisi Zoroastre, puis voilà, et donc on connaît que Zoroastre, parce que c'est pas parce que c'était Zoroastre ou que c'était machin, c'est parce qu'en fait à un moment donné, il y a un politique qui a dit, ça c'est intéressant.
Et je vais m'appuyer sur ce truc-là parce que ça peut marcher. Et ça marche déjà un peu. Voilà. C'est Oui, tout. il y a une attente sociopolitique, oui, Voilà, il y a effectivement. une attente sociopolitique. Et c'est ça le succès des prophètes, c'est rien d'autre. Mais parce que ça parle dans l'homme, si ça leur, c'est parce que ça Oui, leur et parle ça n'est que pas. ça devienne un truc politique, forcément, puisque Sociopolitique, ouais. ça fait Et changer économique. l'action humaine. Ça fait changer l'action humaine, bien sûr, mais il y a un changement de l'action humaine quand même. Ah bah bien Voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, tu as un changement de conception, de pensée, de civilisation Non mais, je veux dire, qui est manifeste. oui, mais ce prophète va marcher parce qu'il rentre en conjonction avec un contexte socio-économique qui fait que. Et là, on retrouve René Girard, etc., etc. Et tout ça, enfin, pour moi, tout ça est cohérent, si tu veux. Dire les prophètes, ils sont comme ça, ils arrivent, machin. Il y en a tous Ah, les jours mais des prophètes. ils Il y en a n'arrivent pas plein comme des ça, prophètes. ils arrivent dans un contexte socio-économique bien précis. Tu crois que Dieu envoie un gars comme ça au hasard? Mais Non, non, pas mais du tout. il y en a Il sait très 50, bien. il y en a 50 tous les jours des nouveaux prophètes. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui va réussir et pas les autres? Les autres, ils sont envoyés aussi. Et il y en a à toutes les époques. C'est un peu comme Napoléon. C'est souvent ce que je dis de Napoléon. Mais Napoléon, des mecs comme Napoléon, il en est tous les jours également, hein. Il y a des mecs aussi doués que Napoléon, il en est tous les jours. Sauf que pour devenir Napoléon, bah, il faut tomber dans un contexte socio-économique avec la Révolution, etc. Et qui fait que tu deviens Napoléon et que tu deviens un homme extrêmement célèbre. C'est tout. Tu vois ce que je veux Non, dire? ça c'est autre chose. Napoléon, c'est Non, autre c'est chose. pas autre chose, c'est Mais, exactement pareil. Exactement pareil. ah non, parce que dans les prophètes, il y a quand même des valeurs qui sont déployées et qui parlent aux autres hommes aussi. Et Mais qui même s'y chez Napoléon, il reconnaissent. y avait Qui ça, s'y si tu vas reconnaissent. C'est par pas là. pareil. Même si tu vas par là. Napoléon, à son corps défendant, même s'il a tué la Révolution française, en fait, quand il a fait ses expansions, il a étendu le champ de la Révolution française. C'est vrai. Ah, Ben, je suis bien d'accord. je ne veux pas dire à l'insu de son plein gré, mais comme dirait. Mais quelque part, oui. Voilà. Parce qu'il Oui, oui, était c'est vrai. l'instrument de l'histoire. Oui, il a fait connaître les droits de l'homme, bizarrement, d'une certaine C'est manière. comme Jésus. Jésus, Ouais. c'est la même chose. Ouais. Jésus, on ne sait même pas s'il a existé. C'est certainement plusieurs personnes différentes, parce qu'il y avait plein de sectes à l'époque. Et puis, c'est un personnage qui s'est construit. Là, je te suis pas là, hein, Luc, hein. Non, non, Oui, c'est. Ça, c'est de la rationalisation. Oui, Mais oui, bon, mais je te maintenant, réponds quand même. Mais chacun là, sa je lui façon de réponds voir. quand même parce que il y a trop d'éléments qui disent, y compris des juifs, hein, y compris des juifs, hein, qui reconnaissent qu'il a existé, mais qui ne le reconnaissent pas sa paternité divine, c'est tout. Non, 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 c'est bien une seule et unique personne. Bon, 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 allez, bon. voilà. C'est une question de foi, hein. Voilà. C'est comme Oui, toi, voilà. t'as la Je foi pense qu'à un moment donné, on en arrive là. On en arrive à une Voilà, Mais question toi de aussi, foi. c'est ton acte de foi. Voilà, voilà, un Luc, acte de foi. pareil. c'est À un moment ça. donné, il y a un acte de foi et moi, j'ai besoin de rationalité dans mon acte de foi. Ah bah ça, on a remarqué, hein. Elle est à 99% même, hein. Mais moi, je ne pense pas être irrationnel pour autant non plus. Oui. Mais voilà. Mais, Après, en fait, il y a des domaines en différents. fait, ce qui est problème avec Luc, c'est qu'il ignore en fait 99% des actes de foi qu'il a. Et il croit que tout est très Oui. rationnel. Alors que cette rationalité est un acte de foi en lui-même. Ouais. Ouais, peut-être bien. Ah bah bien Peut-être bien. sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Si je Ce qui choisis fait Charles que, Sanders Peirce, c'est pas ce qui pour fait que rien. là, Oui, ah bah oui. mais tu vois, ce qui est intéressant là, c'est que là, c'est pas les percepts, c'est qu'il y a peut-être un choix existentiel qui est notre acte de foi, qui lui nous permet déjà d'envisager le monde d'une certaine manière. Mais ça, c'est nous qui le faisons, Oui. comme acte créateur, si tu veux, Et d'une puis- certaine manière. Et puis le contexte socio-économique, hein. Enfin, moi, dans la démarche là, il y a la dimension socio-économique, elle est fondamentale, hein. Elle est à la base, hein. C'est la base de la démarche, quoi. Aussi. Dimension, Ouais. oui. Ah oui, oui. Ben, Mais bon, là, on retombe sur le matérialisme, oui, Ah mais qui est complètement. dominant, Oui. qui est dominant depuis Ouais. des millénaires. Là, bien sûr. pour un copain photographe, hein, qui est en train de faire des photos sur la mise au tombeau du Christ, hein, c'est le soi-disant homme, selon Luc, qui est une agglomération de plusieurs personnes, eh bien, je suis en train de sortir Probablement. Ouais, c'est ce que tu dis. Je suis en train de sortir voilà, une bonne vingtaine de citations de Simone Veil sur le Christ, la croix, l'abandon du corps et la décréation. Voilà. Je pense que ce sujet-là, qui est très mystique, te fera du bien, Luc.
D'accord. Eh bien, nous finirons sur Ok. sur cela. Et puis la semaine prochaine, bah, nous aborderons un autre sujet sur une citation de Chateaubriand que nous a suggéré Eberhard. Là, la conclusion, c'est à chacun son acte de foi, quoi, Quelque si je comprends part. bien. Oui, je C'est pense ça, hein? qu'on on en est là. Oui. Merci, Bon. messieurs. Allez, C'est bien en salut. ça que nous sommes divins. Ah, bien sûr. Allez, Merci, messieurs.